Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette masterclass, qui va être consacrée à l'accompagnement, des franchisés, en difficulté. Je vais avoir le plaisir de co-animer la masterclass avec, Jérôme Guillet du cabinet Gouache Avocat, qui est un cabinet spécialisé en franchise, que je pense la plupart d'entre vous connaissent déjà. On est vraiment ravis avec Jérôme et avec nos speakers de pouvoir passer ce moment avec vous, aujourd'hui. Sujet intéressant. On est dans un contexte, qui est quand même relativement, complexe, pas spécifiquement, hein, pour le monde de la franchise, mais pour tous les entrepreneurs, je pense d'une manière, générale et les franchisés, n'y font pas exception et certains évidemment doivent, parfois faire face à, un certain nombre de difficultés. Dans cette situation, je pense qu'on a 2 réactions possibles. On peut mettre le sujet sous le tapis et on fait comme si tout allait bien. Soit, on prend le sujet, à bras le corps et je pense que le point commun des intervenants aujourd'hui, c'est de penser que le meilleur moyen d'affronter les difficultés, c'est d'abord d'en parler. Donc je remercie vraiment, nos speakers pendant leur participation aujourd'hui à ce sujet qui est délicat mais ô combien, essentiel et on voit que le sujet résonne, on voit qu'il intéresse. Vous êtes près, pas loin d'une centaine à vous être inscrits à cette masterclass. Donc c'est un sujet intéressant, un sujet d'actualité. Et pour en parler, on a la chance d'avoir des super speakers aujourd'hui qui vont, vous partager, leurs expériences sur ce sujet-là. L'objectif de la masterclass, c'est vraiment de vous proposer un moment, pendant lequel des franchiseurs vont vous partager leur retour d'expérience, leurs bonnes pratiques, vraiment du vécu sur le sujet, de l'accompagnement des franchisés en difficulté. Bénéficier également, de l'expertise, de Jérôme sur le sujet, sous l'angle, juridique. Et moi ce que j'aimerais, c'est que vous repartiez en ayant appris des choses, que vous ayez des nouveaux éléments de réflexion, pour votre réseau et des actions concrètes pour accompagner au mieux, vos franchisés. Le déroulement que je vous propose, on va faire un petit tour de table rapide pour que chacun des intervenants, puisse, se présenter. Après on va aller au cœur du sujet, donc les échanges avec les speakers et puis on va se garder sur la fin 10 minutes, un quart d'heure, on verra, enfin quelques minutes, pour répondre, à vos questions. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions au fil de l'eau. Il y a un chat sur la droite là, donc n'hésitez pas à ouvrir, le chat, à faire un petit coucou, bonjour. Donc on a déjà Florence qui nous dit, bonjour, bonjour Florence. Donc n'hésitez pas à faire bonjour et à poser, vos questions au fil de l'eau. On les gardera, pour la fin. On essaiera de répondre à un maximum d'entre elles, en fin de séance. Ce que je vous propose, c'est donc faire le petit tour de table, chacun puisse se présenter. Nicolas? Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis le cofondateur du groupe Zéphyr, qui exploite différentes enseignes dans l'aide et le soin à domicile, l'enseigne principale étant Senior Company. Créée en 2007, on a un peu plus de 200 agences en France, métropole et dom-tom. Merci Nicolas. Yanis? Et donc, je m'appelle Yanis Legare. Je m'occupe du développement du réseau de franchise Vous Financez, qui est né en 2005 et qui regroupe aujourd'hui près de 150 agences de courtage en prêt sur l'ensemble de l'Hexagone et dans les Drom. Merci Yanis. Charles? Merci Laurent. Bonjour, Charles Dorémus. Je suis franchiseur d'une enseigne qui s'appelle Aufus, que certaines et certains ont connu sous le nom de Aufus et à mesure, qui est un bar à bière différent, un vrai lieu de vie entre le bureau et la maison. Je vous invite à découvrir ce beau concept et j'ai également un logiciel de caisse qui s'appelle Tabologie que je distribue en France à vous proposer à toutes et tous. Et surtout, n'hésitez pas à écouter le fabuleux podcast qui s'appelle En Réseau, sur lequel Laurent est intervenu à plusieurs reprises et qui parle de la vie des réseaux entre dirigeantes et dirigeants de ce fabuleux métier qu'est la franchise. Ouais, je plus sois sur le En Réseau. Très joli podcast avec vraiment du Merci Laurent. super contenu et des Merci. vrais témoignages, donc c'est vraiment super intéressant. Jérôme? Oui, bonjour à tous. Donc Jérôme Guillet, avocat, associé du cabinet Gouache Avocat. Alors le cabinet Gouache Avocat, comme vous disiez Laurent, vous le connaissez certainement. C'est un cabinet qui a un
ADN particulier qui est celui de la défense des intérêts des commerçants, et donc vraiment la défense de la valeur patrimoniale des commerçants. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on intervient en fait dans tout le cycle de la distribution pour nos clients en faveur donc des têtes de réseau de distribution. On intervient de l'amont, donc la relation d'approvisionnement, jusqu'à l'aval, la mise sur le marché, en passant bien par la structuration des réseaux de distribution, en passant également par le droit des locaux commerciaux, le droit des baux commerciaux notamment. Et puis également, on est amené à intervenir en conseil de nos clients franchiseurs lorsque se pose la question des difficultés de leurs franchisés et comment les accompagner. D'où l'intérêt de notre échange aujourd'hui sur ce thème. Merci Jérôme. Et donc Laurent Leclerc, je suis cofondateur de SmapUn, qui est l'application de géomarketing qui est la plus utilisée par les franchiseurs en France pour leur développement et également pour piloter et accompagner la performance des franchisés. On va aller au cœur du sujet. Jérôme, du coup, je te laisse la main pour introduire le sujet et animer les échanges. Merci beaucoup Laurent. Alors pour démarrer la discussion, moi je propose une question qui va être assez directe. Un rappel, la franchise, ça reste une relation commerciale entre deux indépendants, donc le franchiseur et le franchisé, qui est fondée sur 3 piliers. On met à disposition une marque, on met à disposition un savoir-faire métier, et le franchiseur fournit au franchisé une assistance, mais une assistance technique et commerciale qui doit porter en fait sur la mise en œuvre de ce savoir-faire métier. Le franchisé, une fois qu'on lui a fourni tout ça, il est un commerçant indépendant, il porte son risque d'exploitation, il supporte seul, théoriquement, son aléa économique. Alors, aujourd'hui, on parle d'accompagner le franchisé en cas de difficulté. Mais la question que je vais vous poser très directement, pourquoi en parlons-nous aujourd'hui? Et est-ce que c'est bien le rôle d'un franchiseur que d'accompagner son franchisé en difficulté? Puisqu'on l'a dit, ça ne fait pas partie normalement du cœur de sa mission. Nicolas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu trouves intéressant de parler de l'accompagnement du franchisé en difficulté? C'est un bon point et une bonne entrée en matière. Alors dans les teasings qui ont pu être diffusés sur les réseaux sociaux, certains franchiseurs n'osent parfois pas trop évoquer les éventuelles difficultés qui peuvent être rencontrées par leur franchisé, leur réseau. Mais bon, on sait que ça existe. Nous, en l'occurrence, au sein de Zephyr ou de Senior Company, globalement, on a 20% des franchisés qui surperforment et qui vont se développer plus vite que la moyenne et que leur prévisionnel, ce qui peut poser d'autres sujets de difficultés en termes de gestion de la croissance, de BFR, de moyens humains, d'investissement. Et puis, on va avoir à peu près 20% des franchisés qui vont être en retard sur leurs objectifs de développement pour différentes raisons. Et puis, entre les deux, on a à peu près 60% qui sont plus ou moins dans la moyenne de ce qui était prévu. Et donc, sur les 20% qui sont, alors, pas à la traîne, mais en retard sur l'objectif de développement, ce qu'on observe, j'ai lancé mon concept en 2007 et j'ai commencé à le développer en franchise à partir de 2010, c'est qu'il y en a 1 sur 2 qui finit par fermer. Donc, on a à peu près 10% de taux de casse, quoi. Et la deuxième moitié, les 10%, finissent par recoller à leurs objectifs. Donc, la question, c'est effectivement comment… Alors, on aimerait avoir un 0% de taux d'échec et un 100% de taux de réussite, mais bon, on sait que ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que effectivement on fait pour optimiser ce taux de réussite ou ce taux d'échec, tout est une question de point de vue. Il y a différentes approches. La première, et on en a parlé ensemble lors de nos échanges préparatoires, c'est de mettre en place tous les outils possibles et imaginables de détection, d'anticipation des éventuelles difficultés que les franchisés pourraient être amenés à rencontrer. Et plus on avance dans le temps, et c'est le propre de chaque réseau, plus on multiplie les expériences. Et c'est vrai que quand on parle de difficultés, il y a un peu un prisme, on a souvent tendance à se focaliser sur les difficultés financières qui font partie des difficultés.
Mais c'est vrai qu'on a voulu élargir un petit peu le débat. Il y a potentiellement d'autres formes de difficultés qui peuvent exister, des difficultés liées à des évolutions de vie personnelle. Ça avait fait sourire Charles et Yanis. Moi, je parlais des 3D, dette, décès, divorce. Il y a aussi des sujets d'endettement personnel, de divorce, de décès dans l'entourage ou de problèmes de santé, ou alors de difficultés juste dans la gestion humaine. Nous, on est dans un métier très humain. On a 6500 salariés sur le réseau et chaque unité franchisée, au bout de 3 ans, comporte 30 à 40 salariés. Donc, c'est une gestion salariale et managériale qui est assez lourde et qui ne convient pas forcément à tout le monde. Surtout qu'on va rechercher des profils hyper engagés socialement, qui ont envie d'aider les gens, d'être utiles, mais il faut arriver à garder une certaine distance. Donc, voilà, il y a les difficultés financières, mais il peut y avoir des difficultés managériales ou voire des difficultés personnelles. Mais bon, je vais peut-être laisser la parole à mes confrères, mais pour moi, la première étape, on viendra peut-être par la suite aux étapes suivantes, c'est d'arriver à anticiper après, comment dire, mais déjà mettre en place des outils de collecte, de recueil de l'information, voilà, sur son réseau. Il y a des cas de figure qui ont été balisés et on sait que quand on a tel critère, ça ne va pas, il faut recadrer le tir. Il y a parfois des imprévus qu'on ne peut malheureusement pas anticiper, mais autant que faire se peut, être vraiment proche du terrain, proche de ses franchisés et avoir les outils de collecte et remontée d'alerte. Oui, merci beaucoup Nicolas. Tu entres déjà dans le très concret et effectivement on va réévoquer ces différents points parce que c'est effectivement extrêmement important. Yanis, ce thème qui n'est pas forcément simple à aborder, qu'est-ce qui t'a intéressé aujourd'hui pour le traiter avec nous? Au-delà effectivement des diagnostics et des différentes solutions, je pense qu'on peut pas, je crois qu'on ne peut pas opposer l'humain et la performance sur un modèle de franchise. Aujourd'hui, évidemment que si on a un process sans humain, on ne crée pas d'âme, on ne crée pas d'engagement. Et à l'inverse, s'il y a trop d'humains, pas de cadre, on perd de l'énergie. Donc, le juste milieu, il est effectivement à trouver. Et du coup, ignorer ou ne pas avoir clairement en tête que certains franchisés peuvent avoir des difficultés, je pense que tu as raison, contractuellement, ça n'est pas quelque chose d'identifié clairement sur les contrats de franchise, mais pour autant, je dirais, c'est l'ADN même d'un franchiseur. Bien sûr qu'il y a pour donner des moyens, mais dans les moyens qu'on doit apporter, je pense qu'on doit être là aussi pour trouver des solutions, y compris quand ça ne va pas, quoi. Donc oui, pour moi, c'est complètement lié à un rôle de franchiseur que d'être conscient que tout le monde ne va pas à la même vitesse et que nécessairement, on a besoin d'y mettre des points de relais, des points de contrôle pour pouvoir les identifier et les accompagner. Très clair. Charles, même question. Qu'est-ce qui t'a intéressé aujourd'hui à partager justement sur ce sujet délicat des difficultés des franchisés? Moi, ce qui m'a intéressé d'abord, c'est la franchise et cet univers de la franchise qui est quand même un univers exceptionnel. Je rappelle, moi, quand on me demande ce que je fais, je crée des vocations d'entrepreneur. Et ça répond en partie à ta question, Jérôme. Au-delà du supralégal, on a deux ambitions majeures. La première, c'est créer le lien et satisfaire son client. Un franchisé est un client d'abord dans le modèle économique. Satisfaire son client, ça veut dire maîtriser ses datas, maîtriser son environnement, maîtriser ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. On est tous concernés par le sujet et en ça, tu sors forcément un petit peu de ta mission. Je le disais, et t'es un peu au-delà du cadre légal de base. Et puis le deuxième sujet qui est là beaucoup plus pragmatique, dans pourquoi et comment aider les franchisés en difficulté. Un réseau qui avance, un réseau qui performe est un réseau qui se développe. Pour se développer, il faut se baser sur de la data, et cette data, il faut d'abord commencer par la récupérer, puis l'analyser, puis la mettre à disposition en transparence. On rappelle que la franchise, c'est basé sur la transparence et la confiance. Ça fait marrer certains en 2026, mais moi je pense plus que jamais que ce sont de belles valeurs et plus jamais que ce sont des valeurs à mettre en avant. Et en tout cas, elles sont indispensables pour réussir en franchise.
la transparence et la confiance. Et donc pour ça, il faut avoir ces infos dites économiques, s'assurer de la pérennité du modèle économique, puisque c'est ça aussi le métier de franchiseur, mettre à disposition un modèle économique pérenne aux uns et aux autres. Et encore une fois, je répète, analyser la data toujours. La data c'est pas Laurent qui va nous dire le contraire, la data pour encadrer ses intuitions, ses émotions, sa volonté d'avancer, et puis rassurer tout le monde, puisque les chiffres, même si parfois on leur fait dire ce qu'on veut, n'empêche qu'ils sont quand même un cadre assez stable et assez sécurisant. Très clair. Merci beaucoup, Charles. Je rebondis sur ce que tu disais, Nicolas, tout à l'heure, et c'est d'ailleurs la première réaction que tu avais eue lorsqu'on avait échangé pour préparer cette table ronde, c'est difficulté du franchisé, mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle uniquement de difficultés financières, difficultés personnelles? Et tu nous as parlé des 3D. Bon, alors, en fait, je te laisse peut-être développer sur ce sujet de ce que pour toi ce sont les difficultés du franchisé, pour que déjà on définisse un petit peu le périmètre et ce dont on parle. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je suis évidemment d'accord avec les propos de Yanis et de Charles. Le pilotage par les chiffres permet de peut-être dépassionner certains débats et certains échanges et d'apporter un cadre structurant et sécurisant. Mais en même temps, ça a été bien dit, on suscite des vocations d'entrepreneurs et comme tu l'as rappelé, Jérôme, le principe de la franchise et de la relation franchiseur-franchisé, c'est une relation entre deux chefs d'entreprise autour d'un projet bien précis. Donc, nous, je pense que c'est dès la préqualification, la qualification de ces candidats franchisés, nous, on a affiné au fil de l'eau le profiling et les attentes franchiseurs-franchisés. On essaie de bien cadrer les choses dès le départ. Non seulement les attentes en termes de modèle économique, les attentes financières, mais également les attentes en termes de voie d'épanouissement. Qu'est-ce qui va donner envie aux franchisés chefs d'entreprise de se lever le matin pour qu'on n'ait pas de sujet de le modèle éco, il est validé, mais je m'emmerde, je me fais chier. Finalement, manager des auxiliaires de vie, c'est pas ce que j'imaginais. Donc, on insiste aussi sur les immersions en agence pour vraiment s'imprégner du quotidien. Et après, on croise aussi les infos par rapport à ce que j'évoquais, les situations de vie personnelle, sur situation personnelle, situation maritale. Donc, ça peut sembler parfois un peu intrusif, mais pour nous, il en va aussi de la sécurisation du projet et puis de s'assurer qu'on soit aligné, non seulement en termes de valeur, mais d'ambition, d'objectifs, de vision. Si je reviens sur les aspects chiffrés, nous dans le réseau, on se fixe un objectif minimum de volume d'affaires à atteindre, mais après, on a passé la 3e année, on a des écarts types qui vont du simple au double entre les niveaux de développement et de succès des franchisés. Pour autant, entre celui qui fait 500, 600 000 et puis celui qui fait 3 ou 4 millions, si tout le monde est content, tout le monde est épanoui et que les règles du jeu sont clairement établies pour tout le monde en termes de zones, de potentiel de développement de zones, de découpage de zones, il n'y a pas de sujet. Et ensuite, je passe déjà un petit peu à l'étape suivante qui a été abordé par vous trois, le dépassement de fonction, le supralégal, et évidemment sans s'immiscer. Donc il y a une certaine limite que Gouache, que toi, Jérôme, et tes associés être là pour nous rappeler régulièrement les limites déontologiques et contractuelles. Il ne s'agit surtout pas de s'immiscer dans la gestion du point de vente franchisé. Donc parfois, je rappelle aussi à l'ordre un peu mes équipes parce qu'on peut avoir des sollicitations qui sortent du cadre. Je pense notamment à des sujets de prise de décision managériale. Donc là, on met les limites. Mais en revanche, en termes de soutien, nous, on a progressivement structuré des éléments de coaching, des partenaires et des coachings
avec des mentors pour que le salarié qui devienne chef d'entreprise s'approprie son rôle de chef d'entreprise. Également, des sujets, on a beaucoup de franchises qui sont en reconversion professionnelle, donc comment appréhender les aspects sociaux dans le médico-social, dans l'aide à domicile. Et puis après, des soutiens basiques financiers avec des partenariats avec des pôles franchises, des leviers faciles et évidents sur des suspensions, reports de paiement de redevances. Donc il y a différents mécanismes, mais je pense que c'est peut-être... Après, peut-être, Nicolas, avant de parler des leviers, je pense que la question de Jérôme était plus quel type de difficulté principalement, à quel type de difficulté vous devez faire face principalement. Je crois que c'est ça la question. Et après, on parlera effectivement des leviers, etc. Mais Pardon, oui, je devance un petit peu. Non, mais les difficultés, pour moi, elles sont, je dirais, je les cataloguerais, c'est un petit peu le sens de mes propos, en deux types: financiers, alors financiers d'entreprise ou finances personnelles, et puis ensuite d'ordre plus humain. Et pareil, des problèmes humains au sein de l'entreprise. J'arrive plus à gérer mes clients, mes salariés, ou des problèmes humains familiaux ou personnels. ouais, c'est les deux principaux financiers et humains. Ouais, okay. Et donc, bon, je crois qu'on a assez bien dépeint les difficultés. Un sujet pour vous, et c'est un mot qui a été employé par chacun tout à l'heure, c'est de pouvoir les anticiper, les déterminer suffisamment tôt pour pouvoir les traiter au bon moment. Alors, comment est-ce que vous les détectez, vous, chacun dans votre pratique? On connaît évidemment les ressorts qui sont, encore une fois, écrits dans le contrat de franchise, les remontées de données financières, mais encore une fois, les difficultés ne sont pas que financières. Donc, quels sont les canaux qui vous permettent de justement connaître, prévenir, anticiper ces difficultés? Charles, si tu as, toi, un retour d'expérience sur ce point-là de l'identification et de la détection des difficultés. Oui, bien sûr. C'est pas un petit sujet parce que on est tous faits à peu près du même bois et on a tendance à cacher, à pas dire, à masquer la réalité où les difficultés. Et donc, pour un franchiseur, la difficulté, c'est justement d'arriver à savoir quand il y en a une pour le franchisé. Ça passe donc essentiellement par la relation de confiance qu'il faut avoir établie en amont au jour 1 et dans ce lien humain qui instaure la confiance et donc dans les échanges du quotidien. C'est le premier warning, il est là. En réalité, il va permettre, en étant présent sur le terrain, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'il y a quelque chose qui est non dit ou sous-entendu ou mal entendu. Et puis, le deuxième point, ça va être toutes les datas opérationnelles du suivi opérationnel de base, c'est-à-dire le terrain, le retour des clients, le retour des collaborateurs, même si encore une fois, on n'a pas managé les équipes, on est en interaction avec. Voilà, tout cet environnement extrêmement proche sur lequel il va falloir arriver à sentir et à comprendre s'il y a des choses qui se passent de manière moins normale. Et puis, évidemment, la conclusion, ce sera, et on en a parlé en première partie, les résultats et donc la data où on va se dire, soit ça fonctionne pas normalement si c'est le début, soit ça fonctionne pas comme avant ou comme d'habitude. Donc, il y a de facto une alerte dont il faut tenir compte. Pardon. Donc l'animation, en fait, le ressenti de l'animateur et l'animation de vraiment très proche est déterminante pour la détection de ces sujets. Bien sûr. Bien sûr. L'humain avant tout, le terrain et l'humain. Yanis, j'imagine que tu rejoins. Je rejoins, mais je vais compléter. Alors déjà, je le disais tout à l'heure avant qu'on attaque la réunion, ça fait 6 ans que je m'occupe je vais arriver aux 6 ans de mon poste de développeur, et ce que je trouve génial dans ce métier,
je fais un pas de côté, mais promis, je réponds à la question. Ce que je trouve génial dans ce métier, c'est qu'en fait, on est obligé d'être en transparence. Après, on nous croit pas, mais le modèle fait que moi, j'ai fait 20 ans de commerce en banque spécialisée. On avait des produits à canaliser, à apporter, etc. Là, on est dans une relation qui va être ni plus ni moins. Alors, je vais faire une mauvaise image, mais c'est un mariage. Si on se trompe d'époux ou d'épouse, c'est très long un mariage quand ça se passe pas bien. Donc, cette nécessité de transparence, elle est essentielle pour moi. Et du coup, ben, dans les difficultés, c'est évident qu'il faut les identifier de manière assez précise parce qu'elles peuvent être assez variables et selon les personnalités de chacun des franchisés, elles vont avoir une importance plus ou moins importante, enfin plus ou moins identifiable. Ce qui est clair, ce qui est évident pour moi, c'est que la proximité du terrain, elle est essentielle. Et ça passe par des animateurs terrain qui soient hyper dans cette transparence de relation, pas du tout dans le jugement, pas du tout. C'est pas notre boulot effectivement de juger de la pertinence de tel ou tel choix d'un de nos franchisés. Ça reste des chefs d'entreprise et c'est eux les patrons et les patronnes de leur boutique. Par contre, les alerter sur des signaux faibles, identifier des signaux faibles qui peuvent du coup générer derrière des problématiques. Ça, c'est le boulot d'un franchiseur, à mon sens, et entre autres des animateurs. Donc, c'est évident que la proximité du terrain avec des animateurs qui soient sur les territoires également en proximité pour savoir de quoi ils parlent dans le contexte local qui peut être selon les régions, assez différent. Donc oui, pour moi, l'identification, elle passe par une relation de proximité relationnelle, commerciale, parce qu'on peut détecter un isolement, une baisse de rythme, et puis après, évidemment, des éléments beaucoup plus chiffrés, beaucoup plus data, mais c'est vrai qu'il y a un côté plutôt humain et un côté plutôt chiffre qui vont permettre d'avoir une analyse assez fine d'identification des problématiques. Après, mais si on les reprend en termes de quelles peuvent être les difficultés, je me tais. Sinon, en complément de ce que disait tout à l'heure Nicolas, malgré tout, bien sûr qu'on a aujourd'hui une difficulté qu'on peut imaginer assez basique, commerciale. Typiquement, est-ce que la zone d'exclusivité est assez exploitée ou pas? Est-ce qu'on a fait suffisamment de prospection? Est-ce qu'il pourrait expliquer une des difficultés d'un franchisé? Est-ce que d'un point de vue opérationnel, est-ce qu'il manque de méthode? Est-ce qu'il respecte les process qu'on va lui préconiser, qu'on ne lui imposera pas, mais qu'on va lui préconiser comme étant des choses qui ont été testées et qui ont fait leurs preuves? Est-ce qu'il y a une perte de rigueur dans le suivi, dans l'accompagnement, etc. Bref, toute cette partie opérationnelle. Après, bien sûr, il y a un aspect pour moi managérial, parce que des franchisés peuvent se lancer et moi, dans le déroulé des relations qu'on peut avoir avec nos futurs franchisés, je prends tout le temps et systématiquement le temps de cette relation managériale à venir parce que un bon commercial peut vouloir créer son entreprise sous forme de franchise pour être accompagné avec tous les accompagnements qu'on va lui proposer, mais c'est peut-être pas forcément un bon manager. Et ça aussi, il faut pouvoir le déterminer, voir quelles sont les difficultés qu'il aura demain à gérer des collaborateurs, son appétence pour le faire, et puis après l'aspect juridique, réglementaire de l'activité, est-ce qu'il est au carré avec sa structure, etc. Donc il y a pas seulement deux, pour moi, difficultés, il y en a un peu plus, mais en tous les cas, je rentre un peu plus finement dans le détail, mais je veux dire, elles sont pour moi essentiellement là. Il y a un élément, juste je rebondis, je pense qu'il est intéressant dans ce que tu dis sur la transparence. On sent qu'il y a un élément de réciprocité finalement, c'est-à-dire que si le franchiseur est transparent et qui sait parler aussi des difficultés, peut-être que le franchisé est un peu plus à l'aise aussi pour en parler de son côté. C'est sûr. Mais encore une fois, on peut pas. Enfin, on les a au quotidien. Si on commence à mettre un discours qui est pas cohérent, qui est pas aligné sur l'ensemble du réseau, c'est après ils discutent les franchisés. Ils s'appellent, ils se connectent, ils se contactent. Nous, on a un réseau aujourd'hui. Encore une fois, près de 150 agences. On a des réunions régionales. On revient d'une convention il y
il y a 10 jours, il parle. Donc, si aujourd'hui, il y a des discours qui sont divers, variés, des accompagnements qui ne sont pas les mêmes, ou en tous les cas, où on a des approches pas équitables et justes, forcément, ça va péter et forcément, ça ne tient pas dans le temps, quoi. Donc, cet alignement et cette proximité et cette transparence, elle est essentielle. Et c'est un sujet, alors, enfin, la transparence et la remontée de la data, c'est la base évidemment de la détection de difficultés. Et on se rend compte, on peut être assez surpris que ça n'est pas forcément l'évidence. On a beau écrire des choses dans les contrats sur le fait que le franchisé doit remonter ses données régulièrement, etc. Beaucoup de nos clients nous disent, mais en fait, tout simplement, les données, je ne les ai pas, donc je n'ai pas pu voir le point, je n'ai pas pu en fait anticiper la question. Donc ça part de là, la remontée de données, la confiance dans la transmission de la donnée, dans son traitement, et puis dans effectivement le partage du non chiffré, et pouvoir créer cette relation de confiance pour justement accompagner son franchisé. Oui. Alors, Si je peux... Pardon. oui. Non, je voulais souligner tes propos, Jérôme, en disant juste, rappelons-nous toujours que franchiseur, c'est un métier. C'est pas parce qu'on est un bon restaurateur qu'on est un bon franchiseur. C'est pas parce qu'on est un bon pressing qu'on est un bon franchiseur en pressing. C'est pas parce qu'on est un bon courtier qu'on est un bon. C'est un foutu métier qui exige, qui oblige à porter des entrepreneurs, qui oblige à les comprendre, qui oblige à prendre les devants, qui oblige à avoir les bons outils, qui oblige à avoir le bon savoir-faire, etc., etc. Vraiment, c'est un métier. C'est ce que tu disais, Jérôme. Oui, je ne peux que te rejoindre là-dessus, c'est très clair. C'est un autre métier, c'est vraiment quelque chose de totalement différent, c'est pas les mêmes qualités. Des exemples de très bons exploitants qui n'ont pas réussi à être des très bons franchiseurs, on en a beaucoup. Ça n'est tout simplement pas les mêmes qualités, c'est pas un échec en tant que tel, c'est simplement un autre métier. Et l'inverse est possible d'ailleurs. Tu peux être un très bon franchiseur et un très mauvais opérationnel. C'est plus rare. Alors, je pense que c'est peut-être la partie qui va peut-être intéresser le plus les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui. C'est une fois détectées les fameuses difficultés, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour aider nos franchisés? Encore une fois, il n'y a pas de comment dire de plan d'action type, il n'y a pas d'obligation légale de faire quoi que ce soit. Il y a quand même une volonté d'accompagner, mais comment? Alors, chez vous, comment est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une graduation un petit peu de l'accompagnement? Quelles sont les grandes étapes que vous respectez? Et jusqu'où est-ce que vous allez? Est-ce que parfois vous décidez de ne pas y aller pour des raisons X ou Y? Je ne sais pas qui souhaite commencer sur ces retours d'expérience. Nicolas, peut-être? Allez, juste, alors difficile de compléter ce qu'ont dit Charles et Yanis, ils ont tellement tout dit sur la remontée d'infos, la transparence, le ressenti, la gestion humaine. Nous le petit point qui est pas évident, enfin, effectivement, pour aller dans ce sens, nous, on croise vraiment toutes les remontées d'informations possibles et imaginables. On a une équipe pluridisciplinaire à la tête de réseau qui accompagne les franchisés entre la qualité, le commercial, le marketing, le logiciel qu'on fournit à nos franchisés, les sites qui payent RH. Et donc, effectivement, on multiplie les remontées d'informations chiffrées et puis également ressenties. Et puis, les franchisés peuvent parfois être amenés à nous remonter des difficultés rencontrées par leur pairs. Mais donc, pour répondre à ta question, Jérôme, bon, une fois qu'une difficulté, quelle qu'elle soit, a pu être identifiée, détectée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai parlé tout à l'heure du financier et de l'humain. Sur les aspects financiers, la première chose, assez simple et facile qu'on peut mettre en œuvre, c'est le premier levier, c'est de suspendre les prélèvements de redevance.
sur les conseils de différents experts et avocats, mais dont les vôtres gouaches. Donc, nous, on ne suspend pas, il peut y avoir parfois un malentendu. On ne suspend pas la facturation, donc il y a toujours une charge et une créance qui s'accumulent. Mais en revanche, on suspend les prélèvements et parce qu'on a parfois eu du mal ces derniers temps, mais donc là, on est en train un peu de verrouiller c'est qu'on le protocolise. C'est pas juste un email, oui, bon, ok, je te suspends pendant 6 mois, et puis après, on rééchelonne, on se met d'accord sur un échéancier. Pour sécuriser les deux parties juridiquement, on essaie de protocoliser la suspension des redevances qui génèrent quand même une dette et une créance, il ne faut pas l'oublier. Après, on peut cranter, aller un petit peu plus loin. On l'a fait dans certains cas, c'est de la franchise participative ou de la prise de participation au capital. Bon, là, on rentre dans quelque chose déjà d'un peu plus touchy, mais ça nous est arrivé de renflouer certains franchisés, apport frais de cash. Alors, on peut faire de l'apport en compte courant, on l'a déjà fait, compte d'associé, ou apport en capital. Donc, je dirais que là, nous, on l'a fait au cas par cas, en fonction de l'analyse de chaque situation. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Dans certains cas, ça s'est soldé par finalement un rachat par le franchiseur. On a essayé de le franchiser, il n'y arrivait toujours pas. Bon, finalement, on l'a racheté. Dans d'autres cas, c'était aussi le sens de ton propos, Jérôme, quand est-ce qu'on décide de ne pas y aller? Mais quand on a un franchisé qui est vraiment en cessation de paiement, c'est compliqué, nous, on ne peut pas l'aider. Alors, on essaie de lui trouver des repreneurs, on essaie de lui apporter dans la limite de nos moyens et de nos ressources et de notre rôle, ce qu'on peut. Une fois qu'on a dépassé le stade de on t'aide à redresser la barre, plan commando, plan choc, commercial, on y va tous. On fait parfois de l'entraide entre pairs, 2-3 franchisés vont venir t'aider aussi à booster ton business. Alors, sans qu'on le sache ou on l'a su après coup, c'est arrivé aussi qu'il y ait des c'est rare, mais c'est arrivé qu'il y ait des prêts financiers entre franchisés chez nous. Je te prête une petite somme pour te sortir d'une mauvaise passe. Donc bon, on l'a su après coup, on leur a dit attendez, ok, si vous voulez vous entraider financièrement, d'accord, mais dans ce cas-là, il faut cadrer un petit peu les choses. Voilà les outils et la méthode. Mais donc, les cas de figure où on dit non, là, on peut plus rien faire. On communique aux franchisés, on le signale, on dit non, mais là, on est arrivé au bout de la logique de on t'aide à remonter la pente, ou on trouve un repreneur franchisé, ou on te rachète. Et dans ce cas-là, on va t'accompagner dans la liquidation ou la RJ ou la procédure de sauvegarde pour faire en sorte que tu y laisses le moins de plumes possible. Très clair. Charles, sur justement les mesures mises en place, quels sont tes retours? Moi, je faisais un peu la moue quand Nicolas disait on accompagne, mais c'est un peu le jeu aussi de l'exercice du jour, c'est de pas être toujours d'accord tous ensemble. Et puis, il y a plein de méthodes différentes. Moi, je dis toujours, n'oublions pas que pour qu'une franchise existe, il faut un franchiseur fort, et pour qu'un franchiseur soit fort, il faut qu'il soit rentable et qu'il gagne de l'argent. C'est pas une insulte mais je comprends de la situation de Nicolas que c'est déjà le cas, et donc il peut entamer ce qu'il proposait. Mais il faut rester vigilant sur le fait le premier réflexe, c'est pas que la redevance ne remonte pas. Le premier réflexe, c'est que la redevance continue à remonter au franchiseur, mais que le franchiseur fasse bénéficier de ses compétences et de ses savoirs le franchisé pour le sortir de l'ornière, justement, même si c'est vrai que parfois il faut être capable d'accompagner. Nicolas l'a dit sous protocole. C'est-à-dire, je précise, pour moi, le protocole, il engage les deux parties. C'est-à-dire, le franchiseur fait un effort à un moment donné sur ses revenus, en échange et contrepartie d'un engagement du franchisé de faire ça et ça jusqu'à ce qu'on atteigne ce résultat-là et dans telle période concernée. Ça peut être réduire sa masse salariale dans les 6 prochains mois jusqu'à obtenir une masse salariale de X%. Et une fois que ça c'est fait, normalement c'est la théorie de la retour à meilleure fortune, on revient sur un rythme de facturation normal. Et c'est vrai que pour les franchiseurs qui nous écoutent, mais aussi pour les franchisés, c'est important. Il faut, Nicolas l'a souligné, continuer à facturer parce que c'est un mécanisme normal entre la gestion de la facturation et la gestion de la trésorerie. La facturation prouve la prestation
Et la gestion de la trésorerie, c'est autre chose. Et effectivement, on peut décaler pendant un temps. Ça paraît essentiel. Après, sur le fond, c'est toujours un peu la même mécanique. C'est le franchiseur, qu'il soit exploitant en succursale ou non, en théorie, c'est toujours mieux quand il l'est. Il arrive à amener des points de comparaison. Il arrive à amener un plan d'action et à faire rédiger un plan d'action qui amènera, on vient de le dire, jusqu'à un accompagnement ou non. Et c'est ce plan d'action qui permettra de sortir de l'ornière. C'est aussi pour ça qu'on a des franchisés. C'est parce que être entrepreneur, c'est dur. Ça nous amène à être seul. Et entreprendre en franchise, ça évite d'être seul. Et c'est cet accompagnement-là, moral plus que juridique, qui, à un moment donné, est nécessaire. Mais ce que tu nous dis, c'est que pour toi, le premier accompagnement doit être sur le cœur de métier. C'est vraiment cet accompagnement vraiment commercial pour justement redresser la barre dans le métier. Oui. Quoi. Oui, pardon. Et si ça nécessite... Pardon, Charles. Pardon, je disais oui, pardon, j'ai manqué de clarté, mais c'est effectivement un sujet très opérationnel. Ça coupe. Jérôme nous a abandonnés. Jérôme, on le perd de temps en temps, j'ai l'impression. Ça coupait pour moi, mais j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et oui, quand on parle de protocole, pour reprendre un petit peu l'image de Yanis tout à l'heure, sur le mariage, là, en fait, c'est le couple qui se rend compte qui traverse une crise, mais qui décide de quand même continuer ensemble. Et donc qu'est-ce qu'on met en place? On va avoir un conseiller conjugal, on met des actions en place et on vise l'avenir. On se dit pas que il n'y a pas de solution possible et on envisage la sortie. On vise l'avenir. Donc on sécurise le passé. Chacun prend des engagements pour le futur, donc effectivement qui peuvent passer par des concessions du franchiseur, mais aussi du franchisé pour redresser la situation et encore une fois avancer dans un climat de sécurité. Yanis, sur justement les actions envisageables pour accompagner le franchisé en difficulté. Quels sont tes retours? Alors, si je vais dans la continuité de ce qui a été dit, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, c'est du sur-mesure. Du sur-mesure parce que chaque cas est différent, mais pour autant, c'est rarement, je vais dire rarement pour pas dire jamais, mais c'est rarement de l'improvisation. On ne peut pas se permettre d'être dans l'impro. Là où je rejoins complètement Charles, c'est que il faut évidemment effectivement que le franchiseur soit en capacité et financière et organisationnelle de pouvoir accompagner ses franchisés. Alors, moi, je me positionne vis-à-vis de vous financer. C'est vrai que ça fait 18 ans qu'on existe, donc on a une franchise mature et du coup, les solutions, elles sont, si ce n'est pas plus faciles, mais en tous les cas plus variées qu'un réseau qui démarrait, qui a cette nécessité absolue d'être dans vital, d'être rentable. Pour autant, on a la même problématique après 18 ans. Il faut être financièrement rentable et pour pouvoir accompagner nos franchisés, on ne peut pas le faire. Ça tombe pas du ciel, surtout sur un modèle typiquement comme le nôtre, puisque vous financez. Nous, on a fait le choix depuis le début de ne jamais venir en frontal en termes d'activité avec nos franchisés. C'est-à-dire que dans le courtage en prêt, vous avez des réseaux qui ont en interne des structures qui génèrent du chiffre d'affaires et après des franchisés qui, eux, de leur côté, le font. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir cette activité-là et que 100% de nos résultats dépendent de 100% de nos franchisés. Quand on est dans cette situation, ce qui est le cas, je pense, dans les métiers de Charles Leclerc, mais en tous les cas, ça veut dire que il faut que ça marche, il faut qu'il fonctionne et il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour les rendre les plus rentables possibles. Donc, c'est vrai que je dirais que déjà, le fait que le contrat soit le plus équilibré, pour moi, c'est une solution en amont, au-delà de toutes les solutions a posteriori suite à une problématique qu'on peut déterminer dans le temps. Donc, plus on est sur un contrat équilibré, plus on va être en responsabilité les uns
vis-à-vis des autres. Mais là, on est bien dans la réciprocité. Après, l'accompagnement du franchiseur, il est évidemment, encore une fois, sur mesure, donc individualisé. Il peut être sur plusieurs semaines, plusieurs mois, en fonction des cas. Mais c'est vrai que nous, typiquement, on peut et on accompagne commercialement nos franchisés quand on détermine des problématiques commerciales pures et dures. On a ce qu'on appelle des PAC, des plans d'accompagnement commerciaux, où les animateurs régionaux vont venir physiquement faire un entretien tripartite entre le franchisé et son collaborateur potentiellement qui va être en échec ou en baisse de régime et l'animateur, et ils vont prendre un engagement de travailler ensemble de manière complètement... là, on est dans du coaching, on n'est absolument pas dans une relation managériale, pour pouvoir l'accompagner et le remettre dans une bonne perspective. On a évidemment l'intelligence collective qui est essentielle dans un réseau, les échanges avec ses pairs, la mise en relation sur une performance des uns des autres, les immersions qu'on peut aller faire, encore une fois, entre franchisés performants sur des domaines plus que d'autres, etc. Et ça, c'est là aussi une des forces de ce modèle de la franchise. La franchise, c'est un réseau et il faut s'appuyer dessus à fond. Et moi, je chasse les francs-tireurs. J'ai rien contre, hein, il en faut et très bien, grand bien leur face. Mais c'est pas le modèle de la franchise. Le modèle de la franchise, c'est de faire partie d'un réseau. Ça reste des indépendants, ils vont tous à leur rythme et chacun à son rythme. Mais pour autant, il faut qu'on soit aligné sur l'envie de accompagner par une marque, d'aller dans le sens de cette marque. Donc, dans cette perspective, il faut là aussi en amont avoir été certain que le franchisé était bien aligné sur cette notion-là. Après, il y a du coaching, ça peut être des coachings internes ou externes, parce qu'on peut avoir, nous, certaines compétences qu'on peut leur apporter bien évidemment dans notre méthodologie, dans notre savoir-faire, dans notre expérience de franchiseur. Et puis parfois, on peut manquer de ressources en interne sur des notions plus juridiques ou plus managériales, j'en parlais tout à l'heure, et du coup de leur proposer un accompagnement par des formations en externe. Après, c'est bien sûr qu'on peut être amené enfin, bien sûr, pardon, on peut, dans la mesure du possible, accompagner certains franchisés d'un point de vue financier quand c'est temporaire, mais là où je rejoins Charles, c'est que on ne le fait, nous, que si on a clairement identifié une problématique à l'instant T, pas quelque chose de structurel. Vraiment, on a une problématique conjoncturelle et c'est de notre ressort, effectivement, de pouvoir l'accompagner dans la mesure du possible sur cette partie-là. Mais ça ne doit pas être la solution miracle, évidemment, parce que nous aussi, on dépend, on a des salariés, on a une équipe, on a besoin d'avoir des résultats également. Donc, ce n'est pas la solution à tout, mais bien sûr qu'on le fait parce que, par moment, cette situation est temporaire. Et je rejoins Nicolas tout à l'heure qui disait c'est pas de la facturation, c'est bien du report d'échéance. C'est essentiel de bien là aussi d'être très clair sur les conditions et les règles du jeu. Mais là aussi, hein, sur tout ça, on est encore en transparence, quoi. Donc plus on sera transparent, et la communication, la transparence, c'est les facteurs transversaux indispensables pour moi à la réussite de tout accompagnement. Il faut qu'on soit en honnêteté sur notre démarche. Et après, derrière, voilà, on les accompagne, etc., etc. Très clair, merci beaucoup. Juste un point d'organisation. Laurent, tu avais prévu combien de temps pour répondre aux questions? Une dizaine de minutes. Après, pour l'instant, on n'a qu'une question, donc tu peux continuer si tu veux. On va les garder les questions pour la fin, sauf s'il y a plus de questions. Mais... Oui, ok, merci. Alors, parfois, l'accompagnement va passer par éventuellement envisager, que le franchisé envisage en fait, de peut-être céder la place. On parlait tout à l'heure du fait qu'un bon exploitant à titre individuel n'est pas forcément un bon manager. Peut-être qu'en fait, la meilleure solution, c'est que ce franchisé, c'est de son fonds de commerce, c'est de sa société, et qu'on ait quelqu'un qui puisse amener une énergie différente, des fonds également frais. Est-ce que c'est quelque chose qui est
organisé chez vous? L'enjeu, évidemment, lorsqu'un tiers arrive, c'est que vous le recrutiez comme un nouveau franchisé, que la relation de franchise se pérennise, que vous perdiez pas une agence ou un point de vente. Est-ce que c'est quelque chose que vous accompagnez, vous, de votre côté, sur la recherche de repreneurs et puis l'accompagnement dans la cession? Peut-être, je vois que Yanis et Nicolas, vous hochez de la tête. Nicolas, est-ce que tu souhaites répondre à cette Je question? laisse poursuivre ensuite Yanis. Oui, oui. Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec Charles et Yanis, on est vraiment dans des secteurs d'activité très, très différents. Donc, enfin, les mécanismes de détection, d'accompagnement, d'aide ou d'entraide financière et puis de coaching, bon, enfin, je pense qu'on les connaît tous. Maintenant, en fonction du secteur d'activité, de la nature du secteur, des contraintes, des opportunités, de la culture d'entreprise, on va peut-être pas les exploiter ou les utiliser de la même manière. Moi, dans mon secteur, j'ai un fort enjeu de préservation des points de vente. Il y a de l'inertie dans mon secteur, il y a un enjeu réputationnel local, il y a une phase de ramp-up, de lancement au démarrage qui peut être un peu longue et fastidieuse. Par contre, une fois qu'on est établi, c'est un marché local quelque part un peu captif. C'est des activités hyper réglementées, hyper normées. C'est compliqué d'avoir les agréments, les autorisations, les déclarations. Donc rien qu'en fait, la licence que tu as, tu veux la sauvegarder. Donc c'est vrai que nous, on va vraiment se battre comme des lions à chaque fois pour éviter les fermetures. On cherche à tout prix à éviter les fermetures. Donc une fois qu'on a dit ça, tu as un début de réponse à ta question, Jérôme, c'est que même un franchisé qui ne marche pas, qui n'y arrive pas, effectivement, on va tout faire pour essayer de sauver le point de vente. Donc, on va essayer d'organiser la cession-transmission ou la reprise ou la succursalisation quand c'est nécessaire. Je dirais que nous, enfin moi, mon retour d'expérience, c'est que ce sur quoi on essaie de travailler, ce qu'on a le plus de mal à gérer, enfin, l'un des points qui est le plus difficile à appréhender, c'est quand le franchiseur a compris que le franchisé n'y arriverait pas. On sait que il ne va pas y arriver parce qu'on croise des infos, on connaît ses contraintes financières, ses contraintes personnelles, ses contraintes familiales. Et on sait de par notre expérience que ça ne va pas le faire. Mais on ne peut pas non plus lui forcer la main en lui disant « Bon, bah, ça y est, maintenant, il faut que tu arrêtes, il faut que tu vendes. » Donc, on doit attendre la prise de conscience du franchisé. Constat d'échec, c'est pas facile. On a parlé, mes homologues ont parlé du déni, donc c'est pas évident. Donc des fois on perd quelques mois où on se dit bon, on sait qu'il va finir par vendre, mais on doit quand même attendre son consentement. Et puis on va pas lancer des démarches de recherche de franchisé repreneur alors que l'autre n'a pas encore donné son accord. Donc c'est pas toujours facile à appréhender. Mais nous, très clairement, voilà, le but, c'est vraiment d'éviter à tout prix les fermetures. Très clair. Merci Nicolas. Yanis, toujours sur ce sujet, ouais, toujours sur ce sujet du coup, mais je complète avec une question qui vient de tomber aussi, donc peut-être pour Yanis, c'est en plus dans certains cas effectivement, il y a des franchisés qui sont moins performants, mais qui sont un peu déconnectés de la réalité du marché, qui fait que la transaction peut difficilement se faire. Donc c'est question supplémentaire. Et Yanis, en plus de ça, comment tu gères ces cas-là où on sait que de toute façon ça marche pas bien, mais il y a des attentes qui sont pas réalistes de la part du franchisé? Alors, ce qui est clair, c'est qu'on est. C'est sans doute des relations encore différentes dans le monde de la personne comme Nicolas ou Charles par rapport à son activité commerciale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même la même problématique je pense, d'être très au clair vis-à-vis du réseau. Parce que moi, aujourd'hui, quand j'ai une agence en échec, je suis en responsabilité également vis-à-vis du réseau, puisque j'impose, entre guillemets, en tant que développeur, une nouvelle agence au réseau. Et moi, je sais qu'à chaque fois que j'échange avec nos franchisés sur tiens, qui t'a recruté, quel est son profil, etc., ils sont hyper intéressés, même si c'est à l'autre bout de la France, parce qu'ils veulent être sûrs, non pas qu'ils en doutent forcément, mais ça reste humain, c'est comme ça, à se positionner, à savoir, tiens, est-ce que, on est toujours bien sur des profils qui sont cohérents avec ce qu'on fait et ce qu'on a donné de l'entreprise. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Et là-dessus, c'est notre responsabilité de franchiseur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vis-à-vis de nos partenaires banquiers, puisqu'on fait du courtage
portage-emprunt, nous on est intermédiaire entre un client qui veut acheter et une banque qui veut prêter. Donc demain, une agence qui est en échec, ça sera forcément potentiellement une mise en risque vis-à-vis des relations avec nos partenaires bancaires qui pourraient dire non, mais vous prenez tout n'importe quoi, vous prenez des mecs, après vous nous les présentez, ça part, ça revient, ça tombe, ça sort, c'est pas cohérent, ça décrédibilise notre réseau, donc c'est important. Bien sûr qu'avant tout ça, c'est l'échec d'un ou d'une personne, enfin d'un franchisé ou d'une franchisée qui se lance, mais après ça, c'est effectivement des partenariats, un réseau qui serait fragilisé. Donc c'est hyper important de l'éviter au maximum, donc d'être très sélectif et d'être très clair sur qui on fait rentrer dans le réseau. Et après, pour répondre à ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a certains franchisés qui, à un moment, soit ne se retrouvent plus dans le modèle, soit s'épuisent. C'est humain, on a tous... moi, j'ai plein de franchisés qui nous rejoignent à 35, 40, 45 ans, qui ont eu une vie professionnelle avant, dans lequel ils étaient épanouis, puis ils ont perdu à un moment cette envie, ce modèle qui a changé, soit par le modèle de l'entreprise qui a évolué, soit eux simplement sur le fonctionnement. Donc, il faut accepter aussi qu'au bout d'un certain temps, un franchisé puisse être plus forcément aussi motivé ou en échec sur le modèle et l'évolution du modèle et du marché dans lequel on est, parce que notre marché a beaucoup évolué. Donc oui, il faut pouvoir les accompagner. Moi, j'ai des franchisés, typiquement, on vient d'installer une agence sur Annemasse. Annemasse, c'était un territoire qui était détenu par un autre franchisé et avec qui j'avais discuté, qui m'avait dit, écoute, moi, Annemasse, j'ai pas le temps d'y aller, je m'en occupe pas. Si tu me trouves quelqu'un, je le vendrai sans aucun problème. Donc, on peut être en accompagnement de certains candidats à la franchise sur des secteurs qui sont déjà détenus par des franchisés. Certains franchisés vendent leur agence. Là aussi, c'est notre rôle de le faire savoir au reste du réseau et de pouvoir les mettre en relation pour qu'ils fassent leur transition. L'objectif, évidemment, c'est de garder le maximum de franchisés dans le réseau, de développer même ce réseau. Mais c'est vrai que voilà, les faits de vie et toutes les raisons qu'on a pu évoquer avant font que parfois il y a besoin d'avoir des renouvellements. Et puis, on va être franc, il y a aussi des choix où certains franchisés ne sont plus en phase avec le modèle. Et du coup, il vaut mieux un accord pour se séparer en bons termes plutôt que d'être dans le conflit. Enfin, c'est un truc, c'est juste ingérable. Je reviens à mon histoire de mariage, mais si c'est pour s'engueuler tous les jours, vaut mieux se séparer, quoi. Donc, même si c'est très sincèrement rarissime, mais ça existe, il faut pas, voilà. Mais il vaut mieux une bonne discussion, un échange, et puis voilà, on se quitte, et puis point à la ligne, quoi. Et rapidement, quelques mots sur la question du franchisé qui est OK pour céder, mais avec des attentes qui sont pas réalistes. Comment tu gères? Alors là, pour le coup, je vais faire un parallèle avec notre métier. C'est comme le vendeur d'un bien immobilier qui en veut 100 000 de plus que ce que ça vaut. On peut lui faire dire, écoutez, oui, OK, si vous voulez, essayez, puis vous verrez que de toute façon, ça ne marchera pas. Il y a un moment, il faut rester raisonnable. Il y a un prix de marché, il y a une logique. Donc, soit ils sont prêts à l'entendre. Après, s'ils sont très clairement, hein, quand on arrive à un moment, soit une liquidation, parce qu'il n'y a pas eu moyen de discuter. Mais aujourd'hui, je ne suis pas magicien. Si le franchisé qui veut quitter avec des conditions déraisonnables, il n'y a pas 36 solutions pour moi. Hein. Il faut, en tout cas, moi, je n'ai pas de solution miracle. Et une question aussi à laquelle, du coup, Nicolas, tu viens de répondre par écrit en partie, mais peut-être Jérôme aussi, ça peut être intéressant d'avoir ton regard, parce que je pense qu'il y a quand même un point juridique aussi, mais le prévisionnel financier réalisé par le franchisé, la question c'est le franchiseur peut-il être responsabilisé sur ce point? Alors effectivement, question assez capitale. Alors il se trouve que j'avais eu l'opportunité de faire un webinaire sur le sujet à quatre mains avec des experts comptables du cabinet Talens Alteis. Donc si vous souhaitez davantage d'informations, je pense que le replay est disponible et on a un livre blanc sur le site du cabinet sur le sujet. Pour répondre sur ce point, si le franchiseur ne valide pas le prévisionnel, il ne peut pas engager sa responsabilité. S'il n'est pas l'auteur du prévisionnel et s'il n'induit pas en erreur le franchisé sur des résultats futurs, ce n'est pas sa responsabilité. Le franchisé
même bien avant qu'il soit franchisé, sur toute la période de négociation, et puis ensuite, à partir du moment où il signe son contrat de franchise, est un commerçant indépendant, un commerçant dont on attend une grande responsabilité, une grande prudence, et donc il doit se penser comme tel. Il doit s'armer, s'entourer d'experts comptables et prendre le temps nécessaire pour faire son propre prévisionnel et le faire très sérieusement. Ce qu'il faut pour un franchiseur, c'est éventuellement de transmettre des données, des ratios types du réseau, mais qui soient des données qui soient basées sur de l'historique, du sourcé, du sérieux. Ce qui va engager en réalité la responsabilité du franchiseur, c'est tout ce qui n'est pas sincère, tout ce qui va pouvoir être trompeur, et une vision trop méliorative de la situation pour justement convaincre le franchisé de signer. Mais c'est vraiment dans ce cas-là que le franchiseur va engager sa responsabilité. Sinon, le principe est bien que le franchisé doit faire le travail d'établissement de son prévisionnel sérieusement. Très bien, merci beaucoup. Il est midi, on arrive au bout de cette masterclass. Merci à tous. Il restait peut-être quelques questions. Si vous voulez prolonger les échanges et continuer à poser des questions, n'hésitez pas à contacter directement Nicolas, Yanis, Charles, Jérôme ou moi, peut-être via LinkedIn, c'est probablement le plus simple. On vous envoie le replay prochainement, donc n'hésitez pas à le partager, et aussi n'hésitez pas à me faire vos retours aussi sur le format de la masterclass. Il y a des choses à améliorer, si ça vous a plu, s'il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, n'hésitez pas à nous le dire. Je prends toujours pour pouvoir faire mieux. Mais merci beaucoup, merci à tous, et puis bonne journée et à bientôt pour une prochaine masterclass.